Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée aux restrictions aux échanges. On a parfois l'impression que les autorités ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir dans les marchés, en particulier dans le marché foncier. Les autorités le font souvent pour de bonnes raisons, que nous verrons plus tard. Pour l'instant, nous allons examiner les formes que peuvent prendre ces interventions publiques ainsi que leurs conséquences. Pour commencer, nous avons ce schéma qui rappelle l'équilibre de marché avec ses déterminants, la demande ainsi que l'offre, et ses propriétés, à savoir un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre, ainsi que le surplus total des acheteurs, qui est la différence entre ce qu'ils sont prêts à payer, leur consentement à payer et le prix qu'ils doivent payer, cumulé pour tous les acheteurs qui ont l'occasion d'acheter, et puis en face, le surplus des vendeurs, qui est la différence entre le prix qu'ils obtiennent pour leur terrain, ceux qui vendent leur terrain, et le consentement à recevoir, c'est-à-dire le prix minimum qu'ils exigeaient pour vendre leur terrain, donc une sorte de bénéfice qu'ils font chacun et qu'on additionne pour obtenir ce triangle couleur jaune. Supposons à présent que l'État fixe un prix maximum pour le sol, par exemple dans le but d'abaisser les prix immobiliers, donc parce qu'il pense qu'avec des terrains meilleur marché, on peut obtenir des logements meilleur marché. D'abord, pour que ce prix plafond soit effectif, pour qu'il soit vraiment contraignant, il faut qu'il se situe en dessous du prix d'équilibre. Alors la conséquence d'une telle contrainte, c'est qu'on va avoir d'une part une offre relativement faible, plus faible qu'à l'équilibre, à cause de ce prix réduit, donc la quantité proposée à la vente en fonction de ce prix max va être relativement faible, plus faible que la quantité d'équilibre, alors que du côté de la demande, au contraire, on a une demande élevée en réponse à ce prix très avantageux. Donc voici la quantité qui est demandée par les acheteurs pour ce prix maximum. Et si je compare la quantité demandée avec la quantité offerte, il est évident que j'ai un déséquilibre. J'ai une offre plus faible, donc l'offre va rationner la demande. On va se retrouver avec un nouvel équilibre, si on veut, qui correspond à l'intersection entre l'offre et ce prix plafond. Donc c'est un équilibre caractérisé par ce prix maximum autorisé par les autorités et la quantité que les propriétaires fonciers sont disposés à vendre à ce prix, et on a une demande insatisfaite correspondant à la différence entre la quantité demandée à ce prix très favorable et puis ce que les propriétaires sont réellement disposés à vendre à ce prix. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouvel équilibre ou pseudo-équilibre qu'on obtient avec un prix plafond, d'un point de vue normatif? Bien, regardons d'abord du côté des propriétaires. Pour eux, l'effet est clair, c'est un effet défavorable, puisque d'une part, ils peuvent vendre moins de terrains, ils doivent les vendre à un prix plus bas. Donc le surplus initial des propriétaires, des vendeurs, qui était ce triangle jaune, est fortement réduit à ce petit triangle jaune foncé. Du côté des acheteurs, le résultat est un petit peu moins clair. D'une part, on a des acheteurs qui peuvent continuer d'acheter, qui peuvent acheter moins cher que le prix d'équilibre du marché, donc ils sont gagnants. C'est ce qui est représenté par ce grand trapèze vert. Eux, ils sont gagnants. Ils ont gagné ce rectangle par rapport à l'équilibre du marché. Mais d'un autre côté, nous avons des acheteurs qui pouvaient acheter un terrain avec un bénéfice à l'équilibre du marché et qui ne peuvent plus. Et leur perte est représentée par ce triangle vert clair. Donc, le grand trapèze vert foncé a l'air d'être plus grand. Il est plus grand dans cet exemple, mais ce n'est pas forcément le cas que le surplus des consommateurs, le surplus des acheteurs augmente lorsqu'il y a un prix plafond imposé. Ce qui est aussi évident, c'est qu'il y a une perte globale de surplus, c'est-à-dire le surplus total, la somme du surplus des acheteurs et des vendeurs, ce grand triangle, a été réduit. Il ne correspond plus qu'à cette surface trapézoïdale. Il y a une perte pour tout le monde correspondant à ce triangle, et ce sont simplement des transactions, des ventes de terrain qui n'ont plus lieu alors qu'elles étaient en fait avantageuses, puisque le consentement à payer des acheteurs de ces terrains était plus grand que le consentement à recevoir de leurs vendeurs. Alors ce qui est très important quand il y a une telle contrainte, c'est comment sont attribués les terrains. La question ne se pose pas à l'équilibre du marché. Les terrains sont forcément attribués à tous ceux qui sont prêts à payer le prix. Alors que là, nous avons beaucoup plus d'acheteurs potentiels à ce prix représenté par la ligne rouge que de terrains à disposition. Nous avons vraiment un excédent de demande. Donc il y a tous ces acheteurs ici qui auraient aussi voulu acheter un terrain. Et selon la manière dont ces terrains sont attribués, c'est fort possible que ça soit finalement effectivement un acheteur à consentement à payer relativement faible, voire très faible, inférieur au prix d'équilibre du marché, qui aura la possibilité d'acheter. C'est peut-être ça qu'on recherchait.
peut-être que le principe du prix plafond était justement de permettre à des acheteurs qui n'avaient pas les moyens de payer le prix P étoile d'accéder à ces terrains. Donc leurs consentements à payer sont là, ce sont des acheteurs qui ont des consentements à payer très faibles, c'est peut-être eux qui vont obtenir ces terrains, et à ce moment-là, le surplus des consommateurs sera beaucoup plus faible que cette surface verte, et on aura des acheteurs, je dis parfois surplus des consommateurs, c'est bien surplus des acheteurs, excusez-moi, eh bien il y aura des acheteurs avec des consentements à payer très élevés, qui auraient pu réaliser un surplus considérable, qui sont frustrés parce que le terrain a été vendu à quelqu'un qui a un consentement à payer bien plus faible. Alors, le mécanisme donc d'attribution des marchés est crucial. Peut-être que le but est effectivement de privilégier des acheteurs qui ne pourraient pas payer le prix d'équilibre du marché. Encore faut-il s'assurer que ces acheteurs ne revendent pas leur terrain. Après tout, si un acheteur avec un consentement à payer faible a pu obtenir un terrain, alors qu'un acheteur avec un consentement à payer élevé n'a pas pu obtenir ce terrain, eh bien, il y a un potentiel de revente, que cet acheteur-là revende son terrain à l'autre. Et finalement, si ce marché secondaire ou marché gris des terrains fonctionne, peut opérer, eh bien, on finira quand même par une situation représentée ici où on a les acheteurs avec les consentements à payer les plus élevés qui obtiennent les terrains et qui font finalement une très bonne affaire. Et les acheteurs qui avaient les consentements à payer plus faibles n'auront pas accès au terrain. Ils auront peut-être gagné de l'argent dans cette revente, mais ils n'auront pas pu obtenir les terrains, réaliser les projets que l'autorité voulait peut-être favoriser au départ. Donc tout ça pour dire qu'il ne suffit pas d'imposer un prix plafond pour qu'effectivement des acheteurs avec des consentements à payer plus faibles puissent obtenir les terrains. Il faut encore s'assurer qu'ils les obtiennent réellement par le mécanisme d'attribution et puis qu'ils les gardent, qu'ils les conservent, qu'ils ne les revendent pas à des acheteurs disposés à leur payer ce qu'il faut pour les convaincre de vendre. Supposons maintenant qu'au lieu d'un prix plafond censé aider les acheteurs, l'État fixe un prix plancher, un prix minimum, dans le but d'aider plutôt les propriétaires fonciers à obtenir un bon prix pour leur terrain. Ça signifie que le prix de transaction doit se situer au-dessus de ce prix minimum représenté par la ligne rouge. Si le prix minimum est faible, eh bien ça se fera tout seul. Si le prix d'équilibre dépasse le prix minimum, eh bien c'est bien au prix d'équilibre que se feront les transactions. Donc pour que le prix plancher soit effectif, soit vraiment contraignant, il faut qu'il soit supérieur au prix d'équilibre du marché. La conséquence d'un prix plancher, c'est qu'on va avoir une différence entre la quantité de terrain que les propriétaires souhaitent vendre et la quantité de terrain que les acheteurs souhaitent acheter. Pour les acheteurs, ce prix est élevé. Donc la quantité de terrain qu'ils souhaitent acheter, elle est relativement faible. On va la représenter ici, c'est la quantité demandée à ce prix minimum. Alors que du côté des vendeurs, on a une grande disponibilité à vendre. Beaucoup de vendeurs, de propriétaires fonciers souhaiteraient vendre leur terrain. C'est représenté par cette quantité, voilà. Quantité offerte à ce prix minimum, qui dépasse largement la quantité demandée à ce prix minimum. Donc la demande va rationner l'offre, on a excédent d'offres. C'est toujours le côté court du marché qui a raison, qui détermine le volume réel effectif de transactions. Donc le nouvel équilibre va se trouver exactement ici, avec une quantité échangée Q indice P correspondant à la quantité que les acheteurs souhaitent acheter à ce prix. Et on a une offre insatisfaite, déçue si on veut, de propriétaires qui voulaient vendre la quantité Q indice supérieur O à ce prix min. Différence entre ça et la quantité qui sera réellement vendue, qui correspond à ce que les acheteurs sont disposés à acheter à ce prix. En termes normatifs, on peut constater que cette mesure de prix plancher, eh bien, elle a peut-être des effets contraires à ce qu'on voulait obtenir. On voit par exemple que à ce prix très élevé, on a beaucoup de propriétaires fonciers qui souhaitent vendre, plus que ceux qui voulaient vendre au prix d'équilibre. Donc, y compris des propriétaires qui voulaient attendre, qui thésaurisaient. Et peut-être que le but du prix plancher, c'était justement de les pousser à vendre, ces propriétaires, et ainsi augmenter la disponibilité de terrain, donc permettre à davantage d'acheteurs d'accéder à un terrain. Mais l'effet est inverse, puisque avec ce prix plancher, on a en réalité découragé les acheteurs, et moins de terrains sont cédés aux acheteurs. Peut-être que le but du prix plancher, c'était de permettre aux vendeurs d'obtenir un meilleur prix. Peut-être que ce sont des agriculteurs et qu'on veut les aider, on veut aider l'agriculture à travers des bons prix pour leur terrain. Eh bien, ça fonctionne effectivement pour une partie des propriétaires fonciers, ceux qui peuvent continuer
de vendre et qui vont effectivement obtenir un meilleur prix que dans la situation initiale. Pour eux, il y a réellement une augmentation du surplus. Le gain de surplus correspond à ce supplément de prix qu'ils obtiennent. Mais on a aussi toute une série de propriétaires fonciers qui pouvaient vendre et qui ne peuvent plus. Et pour eux, il y a une perte de surplus correspondant à ce triangle. Du côté des acheteurs, l'effet est clair cette fois, puisqu'on a à la fois un certain nombre d'acheteurs qui vont payer plus que ce qu'ils payaient à l'équilibre du marché. Donc pour eux, il y a une destruction de surplus correspondant effectivement au gain de surplus pour les vendeurs. Donc si on veut, on peut dire que cette mesure transfère du surplus des acheteurs vers les vendeurs. Le surplus résiduel pour les acheteurs correspond à ce petit triangle. Et en plus, on a toute une série d'acheteurs qui ne peuvent plus acheter de terrain et qui perdent ce triangle, le petit triangle vert clair, par rapport à l'équilibre du marché. De nouveau, cette analyse repose sur l'hypothèse que ce sont bien les acheteurs au consentement à payer les plus élevés qui vont acheter les terrains, ça va de soi, puisque c'est les seuls qui sont prêts à payer le prix, mais surtout en supposant que ce sont les propriétaires qui ont les consentements à recevoir les plus faibles qui vont continuer de vendre. Encore une fois, il y a à ce prix très élevé, il y a beaucoup de propriétaires qui aimeraient vendre leur terrain. Dans l'hypothèse représentée ici, ce sont ceux qui ont les consentements à recevoir les plus faibles. Ce n'est pas forcément le cas. Il est fort possible que ce soit aussi des vendeurs qui avaient des consentements à recevoir élevés, peut-être plus élevés que le prix d'équilibre, donc qui n'auraient pas accepté, qui n'auraient pas voulu vendre leur terrain au prix d'équilibre, mais qui maintenant, à ce prix plancher très élevé, eh bien, sont intéressés à vendre, réalisent finalement une petite marge. La différence entre le prix qu'ils obtiennent et le prix minimum qu'ils voulaient obtenir est relativement faible, beaucoup plus faible que pour des vendeurs dont le consentement à recevoir était plus faible et qui n'ont pas accès à un terrain, puisque ce terrain a été acheté par quelqu'un qui avait un consentement à recevoir plus élevé. Eh bien, même mécanisme que précédemment avec les acheteurs, il peut y avoir un marché secondaire, à savoir que ce propriétaire qui a eu la chance de pouvoir vendre son terrain, eh bien, il va éventuellement racheter le terrain d'un autre propriétaire, puisque lui, il attache une valeur élevée à un terrain, plus élevée qu'un autre propriétaire qui n'a pas pu vendre. Il va utiliser l'argent qu'il a obtenu pour acheter un autre terrain d'un propriétaire qui était, si on veut, pressé de vendre son terrain. Et à ce moment-là, le gain de surplus pour les vendeurs est beaucoup plus faible que si c'est effectivement les propriétaires qui attachent le moins de valeur au terrain qui pourront directement les vendre aux acheteurs. Dans cette leçon, nous avons vu que les bonnes intentions ne sont pas toujours récompensées. On veut aider les acheteurs en limitant le prix et finalement, ils ne peuvent pas acheter autant que ce qu'ils aimeraient acheter. On veut aider les vendeurs en augmentant le prix, en fixant un prix minimum et finalement, ils sont pénalisés par le fait qu'ils n'arrivent pas à vendre tous les terrains qu'ils auraient voulu vendus. Nous avons aussi vu dans cette leçon que le côté court du marché s'impose. Donc c'est lui qui décide combien de terrains, quelle quantité sera réellement échangée. Et puis finalement, nous avons vu que les contraintes de prix ont pour effet de détruire du surplus, donc de réduire le surplus total, la somme des surplus des acheteurs et des vendeurs. Dans la prochaine leçon, nous allons passer aux restrictions portant sur les quantités échangées. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.